Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2025. Je ne vais pas déroger à la règle et je vais évidemment vous présenter mes meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je vous souhaite une année pleine de livres palpitants, pleine de rencontres livresques, de personnages qui vous feront battre le cœur plus fort. Je vais commencer avec mon bilan de l'année 2025. On va le faire ensemble. Je vais faire un petit peu comme je fais habituellement, c'est-à-dire que je vais vous lire mes chroniques. J'ai pas réussi à me cantonner à 10 livres cette année. Je vais vous parler d'un tout petit peu plus de 10 livres. C'est pas forcément mes plus gros coups de cœur de l'année. C'est pas forcément les livres que j'ai mis dans mon top 3 du mois à chaque fois. Mais c'est des livres que quand j'y repense, quand j'ai remonté mon feed Instagram, je me suis dit, ah mais ce livre-là, il faut absolument que j'en parle. Ce livre-là, il m'a marqué. C'est un livre qui... C'est des livres qui n'ont pas forcément... Je crois que ce sont quand même tous des coups de cœur, mais vraiment, ce sont des livres qui m'ont marqué, dont l'histoire est restée bien imprégnée dans mon esprit. Parce que quand je regarde ce feed Instagram et que je vois cette centaine de livres que j'ai lus cette année, y a des livres... je saurais pas vous en reparler vraiment. J'ai déjà oublié leur histoire. C'est pas des livres qui m'ont marqué. Par contre, ceux dont je vais vous parler aujourd'hui sont absolument incroyables. Il y aura pas d'ordre particulier. Le dernier que je vous présente, c'est pas celui que j'ai le moins aimé parmi cette pile. Je vais les prendre au fur et à mesure qui viennent. À part le tout dernier dont je vous parlerai, qui là est le plus gros coup de cœur de mon année 2025. Pour commencer, je vais vous parler d'un livre qu'on a certainement vu un peu trop passer sur les réseaux sociaux, mais je crois à juste titre, parce que c'est un roman surprenant, je crois, parce que je me fais berner du début à la fin, parce que cette histoire, je la trouve absolument géniale, bien écrite, et il s'agit de La femme de ménage de Freda McFadden, qui est donc paru aux éditions J'ai lu, et il me semble qu'à la base, c'est sorti chez City. Qu'est-ce que j'en ai écrit? Quelle chance incroyable pour Millie que de décrocher ce nouveau travail chez les Winchester. Devenir la femme de ménage d'une riche famille new-yorkaise, c'est presque inespéré pour la jeune femme en liberté conditionnelle. Mais le rêve va rapidement tourner au cauchemar pour Millie. Sa patronne semble quelque peu perturbée et la petite fille du couple est imbuvable. Heureusement que Monsieur Winchester adoucit ses journées et puis, on ne va pas se mentir, il est plutôt pas mal. Mais quelque chose cloche, danger. Voici le seul mot que lui dira le jardinier. Freda McFadden, elle nous instaure une ambiance hyper lourde, hyper suffocante. En fait, tu sais pas où elle va. Millie, c'est cette femme un peu paumée qui est donc en liberté conditionnelle et qui n'a pas le droit au moindre faux pas et qui va se retrouver dans une famille complètement déglinguée avec une épouse vraiment oppressante à souhait. La gamine, elle est vraiment atroce. Et tu te demandes en fait jusqu'où ça va aller. J'en ai écrit. Je comprends l'engouement autour de ce roman, son point fort, il est extrêmement addictif, vous aurez du mal à le lâcher. Je me suis laissé porter par ce thriller et je n'ai pas vu arriver le danger. Madame Winchester, vous allez la détester. Il faut dire que les rumeurs que vous allez entendre risquent de vous y aider. Et vous ne cesserez de trembler pour Millie, à qui vous avez envie d'hurler de fuir. Ce qu'elle aurait dû faire quand elle constate que sa chambre ne se ferme à clé que de l'extérieur. Mais comment faire lorsqu'une des conditions de notre liberté conditionnelle est d'avoir un toit et un job? L'ambiance sournoise est parfaitement instaurée, les chapitres courts en font un vrai page-turner et la construction est très intelligente. L'atmosphère suffocante de ce huis clos risque de vous duper. Attention Millie, avant qu'il ne soit trop tard. Je lirai évidemment la suite en espérant que ce ne sera pas trop redondant. Et toi, as-tu découvert cette femme de ménage? J'ai lu la suite depuis, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors évidemment, on a moins l'effet de surprise qu'on a avec ce thriller. On a... Là, je découvre la plume, je découvre tout. Je découvre Freda McFadden et j'en suis restée sans voix. Je vous conseille fortement ce thriller si vous ne l'avez pas encore découvert. Le second livre dont j'ai envie de vous parler, c'est la première lecture de mon année 2024. Il s'agit d'un livre qui m'a profondément touchée, bouleversée, qui est venu laisser une empreinte dans mon cœur absolument indélébile. Il s'agit de La liste des regrets de Mickey Bramer, un livre qui est paru aux éditions Erol. Ce que j'en ai écrit. Clover est Tanadula. Elle accompagne les gens dans leurs derniers instants. Elle accueille les dernières confidences, les derniers souhaits, les dernières pensées. Un métier qu'elle n'a pas choisi par hasard parce qu'elle ne veut plus que les gens meurent seuls. Et puis pour la très grande introvertie qu'elle est, ce métier lui va comme un gant. Jusqu'au jour où elle rencontre Claudia,
Une femme qui va mourir elle aussi. Elle ne sait pas encore que cette femme risque de changer sa vie. Ça, c'était pour le résumé et mon avis, c'est quoi de mieux que de commencer l'année avec un coup de cœur. Clover, c'est le genre de personnage atypique que j'adore, handicapé de la relation humaine parce que trop longtemps privée de repères essentiels. Elle ne s'est pas construite comme tout le monde. Et pourtant, aujourd'hui, elle exerce un métier ô combien honorable, accompagner des personnes en fin de vie. Ce n'est pas donné à tout le monde et elle le fait avec beaucoup de talent. J'ai voulu commencer l'année avec un roman qui parle de regrets, ceux qui empoisonnent une vie, avec l'envie de me donner un coup de pied au cul pour démarrer cette nouvelle année 2024 et me rappeler une chose essentielle, on n'a qu'une vie. Alors vivons-la pleinement. Ce roman qui parle de la mort est merveilleux, poétique, doux et fait beaucoup de bien. J'ai eu, je crois, la gorge nouée pendant 420 pages. Vous savez, cette émotion qui vous rappelle à quel point vous êtes vivant. Clover va prendre une leçon et je l'ai prise avec elle. C'était parfait, émouvant. Bref, foncez, vous ne devriez pas être déçus. Rien que de relire cette chronique, il y a beaucoup de choses qui remontent de ce livre et vraiment, il m'avait bouleversée. Un roman qui m'a profondément marqué. Il y a des romans comme ça, tu sais qu'un jour tu les reliras et la liste des regrets en fait partie. Ensuite, je vais vous parler d'une autrice que j'aime énormément. Chacune de ses sorties, je les attends avec impatience et je les lis avec grand plaisir. Et là, il s'agit du roman de Laure Manel, 5 heures en sursis, qui est donc un roman paru aux éditions Michel Lafon. 5 heures en sursis, c'est un roman atypique dans le sens où, dans ce genre de roman, d'habitude, on est dans la famille de la victime. Et là, on va se retrouver un peu dans l'autre camp. Je vais vous lire ma chronique, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent d'aborder un roman sous cet angle-là. Je pense que c'était pas donné à tout le monde de le faire et je crois que Laure Manel était faite pour écrire ce roman parce qu'elle le fait avec un énorme talent. Catherine est une madame tout le monde. Elle est une fille, une sœur, une mère, une épouse. Et puis un jour tout bascule et la police vient l'arrêter. Son chef d'accusation, meurtre. Quel roman! Laure, ce roman était fait pour que tu l'écrives. Il te va à la perfection. Je vous jure que je n'ai pas relu mes chroniques avant de vous en parler. Comme quoi les livres dont je vous parle aujourd'hui m'ont laissé vraiment une vraie empreinte et je vous redis la même chose des mois plus tard sans avoir relu mes chroniques. J'en étais où? Il te va à la perfection parce que tu sais tellement bien parler de l'humain et de ses souffrances, de ce mari qui voit le ciel lui tomber sur la tête, de cette mère qui ne croira évidemment jamais en la culpabilité de sa fille, de ces enfants qui du jour au lendemain se voient privés de leur maman. On parle toujours des familles des victimes, des livres comme ça, il y en a des tas. Et heureusement parce que je les aime beaucoup. Mais ici, l'autrice décide de choisir l'autre camp, celui du coupable. Celui dont la famille souffre atrocement, par l'absence, par la honte, par l'incompréhension, par la stupeur. Je lis une résilience différente de ce que j'ai pu lire par le passé et j'ai adoré. J'ai adoré voir, me questionner, sortir un peu de l'habituel et me poser la question, est-ce que je pardonnerai à mon mari, à ma mère, à mes enfants? Un roman choral sans défaut, que je vous conseille très très fort. Merci Laure pour ce chouette moment de lecture. J'ai l'impression que tu as pris des risques ici et que tu es sortie toi aussi de ta zone de confort. Et tu as tellement bien fait. Alors, il te tente. Foncez, découvrir cette histoire absolument incroyable. Voilà, on est dans la tête d'une maman qui voit sa fille aller en prison, qui se dit que c'est pas possible. Et puis elle a 2 enfants, cette femme-là. Il y en a un qui est très jeune, qui perd donc sa maman très rapidement parce que très rapidement elle se retrouve en prison. Il comprend pas trop en fait ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. On lui dit pas tout à fait tout. Et puis il y a l'aînée qui elle éprouve d'abord un sentiment c'est pas possible, ma mère n'a pas fait ça. Et puis quand elle se dit que peut-être que si sa mère a fait ça, elle va éprouver une très grande colère. Enfin bref, je vais pas vous dire comment, par quelles émotions passe chacun des personnages, mais je l'ai trouvé intelligent. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait et je vous le conseille fortement. Ensuite, je pense que ça aurait été mon plus grand coup de cœur de l'année, on va dire que c'est le numéro 2. Et il s'agit de Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Ce livre-là, je l'ai lu cet été en vacances et je me souviens l'avoir dévoré. J'avais pas spécialement le temps pour lire, on va dire, mais je l'ai pris. Je l'ai pris clairement parce que j'avais envie d'avancer et en même temps, j'avais ce sentiment, comme pour mon plus grand coup de cœur, vous le verrez tout à l'heure, je ne voulais pas que cette histoire se termine. Je voulais rester avec ces personnages parce que c'était beau, parce que c'était poétique. Incroyable. Mimo est né pauvre. Il perd très jeune son père et sa mère va le confier à un sculpteur sans talent dans un autre pays parce que Mimo, lui, a de l'or entre les mains. On est dans les années combien? Je ne sais plus, parce que je ne l'ai pas marqué dans ma chronique. On doit être dans le début des années 1900 au début. Enfin bref, peu importe.
Il perd très jeune son père et sa mère va le confier à un sculpteur sans talent dans un autre pays parce que Mimo lui a de l'or entre les mains. Viola est l'héritière d'une riche famille italienne. Elle doit se cantonner à ce que l'on attend d'elle, mais la jeune demoiselle a beaucoup d'ambition. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer, mais une chute malencontreuse va les placer sur le même chemin. Et une relation indescriptible va naître, une attraction l'un envers l'autre comme rarement. Mais ils seront régulièrement loin l'un de l'autre, parfois des semaines, parfois des années, mais jamais pour l'éternité. Même quand le fascisme envahira l'Italie, même quand tout espoir semble perdu. Mon avis. Pourquoi tu lis autant de livres, Angie ? Pour parfois réussir à tomber sur ce genre de pépite, un livre sculpté dans le plus incroyable bloc de marbre que l'auteur ait pu trouver. Pour tourner chaque page avec envie et avec nostalgie parce que chaque page terminée m'approche de la fin. Un livre que j'aurais aimé interminable. Chaque phrase est parfaite, chaque mot empli de poésie. Un vrai chef-d'œuvre, je n'avais jamais lu de prix Goncourt, alors c'est ça un prix Goncourt, une perfection pointilleuse, douce et douloureuse, un livre qui satisferait le plus exigeant. Viola et Mimo auront à jamais une place particulière dans mon cœur. Viola par sa détermination, par la puissance de ses rêves. Mimo par son talent, son courage et sa douceur. Bref, il y a des coups de cœur et il y a parfois bien plus. Veillez sur elle. Merci Louise de m'avoir offert ce roman fabuleux. Et toi, tu as lu ce roman. Quel autre prix Goncourt a su te transporter? Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire que lisez ce livre. Chaque phrase est une poésie. Vraiment, il est incroyable. Ensuite, je vois un roman que j'ai lu bien plus tôt dans l'année. Et là, il s'agit d'une histoire d'amour. La prochaine fois, peut-être de Seska Major aux éditions du Cherche Midi. Une de mes histoires d'amour préférées pour toujours, j'en suis certaine. Nous sommes le 6 décembre 2021. Cette date bien particulière pour Emma et Dan puisque c'est le jour de leur rencontre. Mais cette année, c'est un 6 décembre particulier qui attend le couple. Dan va mourir ce soir, fauché par une voiture. Le lendemain matin, alors qu'Emma se réveille dans la douleur, elle se rend compte que ce même 6 décembre 2021 vient de recommencer et que son mari est toujours bien vivant à ses côtés dans son lit. Et si c'était l'unique chance de tout changer? Coup de cœur, celui auquel tu ne t'attends pas. Emma est venue me cueillir comme peu de personnages ont su le faire avant elle. Elle m'a rappelé l'indispensable et le précieux. Ah, je sens encore l'émotion qui monte parce que il est incroyable ce livre, vraiment. Elle m'a rappelé qu'il est important de se recentrer, de se concentrer sur nos proches, qu'il faut parfois envoyer se faire voir la politesse pour rester celle que l'on est, que l'important se trouve parfois dans les détails, qu'on ne peut pas ignorer éternellement des éléments de nos vies que l'on croise chaque jour. Cette histoire d'amour est merveilleuse. Tous les ans, ce 6 décembre, ce couple s'écrit une lettre. Et chacune d'entre elles vont venir s'intercaler entre les chapitres, nous contant ainsi l'histoire de ce couple, pas comme les autres et qui a beaucoup à nous apprendre. Ces lettres m'ont fait rire très fort et pleurer tout autant parce qu'elles sont d'une puissance folle. La vie n'est pas simple, mais peut-être que parfois on se la complique un peu. Merci Emma pour cette petite leçon de vie qui m'a fait un bien fou. J'ai terminé le livre en pleurs, mais sûrement le cœur plus léger. Vous aimez les histoires d'amour, foncez lire ce livre. Elle est douloureuse cette histoire, mais elle est incroyablement belle. En gros, en fait, chaque jour, elle se réveille et chaque jour, c'est le 6 décembre et chaque jour, elle va essayer de faire différemment pour sauver son mari, pour sauver sa vie. Il y a des jours où elle va laisser son mari mourir et elle va même pas s'en occuper. Il y a des jours où elle va se battre pour pas qu'il meure. Il y a des jours où ils vont s'engueuler. Il y a des jours où ils vont s'aimer très fort. Enfin, vraiment, il est incroyable. Foncez découvrir cette merveilleuse histoire d'amour. Ensuite, je vais vous parler du tome 1 d'une saga. Et il s'agit de Filles d'Irlande, parce que c'est ça le nom de la saga. Je pensais que c'était Le Secret des Deveril, mais non, ça c'est le nom du tome 1 de Santa Montefiore aux éditions Verso. Ça, c'est une belle petite brique. Le tome 2 est une belle petite brique. Je l'ai lu. C'était ma première lecture de 2025, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. C'est une belle petite brique, très riche, avec beaucoup de personnages, mais tellement bien construit, tellement intelligente. On est sur un roman historique, une saga familiale, avec un décor en Irlande, donc évidemment on ne peut être qu'emporté quand, comme moi, vous aimez l'Irlande, des paysages incroyables. J'ai adoré ce tome 1. Irlande 1900. 1900, l'année de naissance de ces deux jeunes filles qui deviendront grandes amies malgré leurs différences de classe sociale. Il y a Kitty Deveril, fille d'une noble famille anglo-irlandaise, et Bridie Doyle, la fille de la cuisinière. Les deux jeunes filles vont grandir ensemble et devenir inséparables, jusqu'à ce qu'elles tombent amoureuses du même garçon, Jack O'Leary.
Et bientôt, elles seront aussi ébranlées par la guerre d'indépendance irlandaise et les nombreux secrets que renferme le château des Deveril. Coup de cœur pour un roman absolument parfait. Il renferme tout ce que j'aime, une histoire d'amitié, un château, des amours compliqués, des légendes et des fantômes sur un fond historique passionnant. Kitty Deveril, je l'aime dès les premières pages parce qu'elle est bienveillante, téméraire et qu'elle a un sens du sacrifice incroyable qui donnera vie à ce roman. Bridie, évidemment, je l'aime parfois un peu moins, mais je lui pardonne ses erreurs parce qu'elle a juste un cruel besoin d'exister. L'histoire est passionnante et les trahisons et les secrets sont déstabilisants. Je n'ai qu'une hâte, lire la suite, retrouver cette grande famille Deveril dont chaque membre est important et intelligemment construit. Un père particulier, une mère acariâtre, une fratrie disparate au plus haut point. Bref, si vous avez envie de voyager, de lire de l'amour, du sacrifice et de l'amitié, vous pouvez foncer. Alors, envie de pousser les portes du château des Deveril. Ce sera une saga en 3 tomes, il m'en reste donc plus qu'un à lire, mais je n'en dirai pas plus dans cette vidéo. Ensuite, je vais vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas saoulé avec lui. J'ai un peu lâché du lest dans ma propagande pour cet auteur parce que j'avais peur de vous saouler. Mais sachez que je l'aime toujours autant, que c'est toujours mon auteur favori, que sa plume, je la trouve toujours aussi merveilleuse, incroyable. Cette année, il est sorti dangereusement de sa zone de confort. Et qu'est-ce qu'il a bien fait. Mon auteur de thriller préféré s'est lancé cette année dans un roman historique et il est absolument incroyable. Je pense qu'à ce stade, vous avez deviné évidemment de qui je vous parle et il s'agit du dernier roman d'Olivier Norek, Les Guerriers de l'Hiver, paru aux éditions Michel Lafon. Évidemment, Olivier Norek qui nous a habitués à des thrillers glaçants, à des livres avec une cadence infernale, à des dénouements dingues. Et ici, je découvre un roman complètement différent de ce qu'il fait habituellement et j'ai adoré. Je vais mettre ce portable en silencieux puisqu'on n'arrête pas de m'enquiquiner. Olivier Norek vous a habitué à des thrillers sombres. Il va maintenant vous faire découvrir la lumière et la blancheur immaculée. Partez découvrir la légende de Simo, la mort blanche et de ces guerriers qui vous marqueront à jamais. Écrire une histoire sur un fait réel est sans doute le plus compliqué parce qu'on ne peut pas se laisser transporter par son imaginaire, on doit relater. On ne peut pas arranger les détails qui nous gênent, on doit dire la vérité, aussi brutale et terrifiante qu'elle puisse être, et ici l'auteur le fait avec son impeccable plume et sa justesse infinie. Vous allez découvrir une partie de l'histoire que vous ne connaissez pas et qui va vous révolter. La guerre est affreuse, atroce, celle-ci est abominable et scandaleuse. J'ai lu ce roman en apnée, j'ai tremblé dans ce froid sans précédent, dans cette tension terrifiante. J'ai relu certaines scènes parce que leur puissance m'a emportée. J'ai lu la justesse d'un tireur, d'une légende. J'ai lu l'horreur dont est capable l'être humain. J'ai lu l'amitié. J'ai lu du courage, tellement de courage. Celle d'un petit pays et de ses habitants qui auraient dû fondre comme neige au soleil mais qui a donné une leçon à l'humanité. Ce roman est un rappel puissant. Nous ne sommes jamais à l'abri, triste parallèle avec le monde d'aujourd'hui. Merci Olivier d'être sorti de ta zone de confort, c'était si fort. Merci d'avoir rendu hommage à ces guerriers dont l'histoire me marquera à jamais. Tu resteras mon auteur favori parce que tu sais tout écrire, tu viens de le prouver. En gros, il va nous conter l'histoire d'une petite guerre très méconnue qui a lieu entre un minuscule petit pays et le géant russe. Au dos, c'est ça qui est écrit. Imaginez un pays minuscule, imaginez-en un autre gigantesque. Imaginez maintenant qu'ils s'affrontent. Voilà. Il nous raconte l'histoire de cette légende, la mort blanche, qui est un guerrier absolument fabuleux. Ce récit, il est très lent. Contrairement à ce qu'il nous propose dans le thriller où là il est sur un rythme très effréné, là il prend le temps de nous conter cette histoire. Il prend le temps, je crois que le tempo il était essentiel dans ce roman-là, il fallait un tempo lent pour nous immerger davantage dans cette réalité, dans ce quotidien qui a dû être absolument effroyable, dans ce froid glaçant. Etc., etc. Bref, si vous n'avez pas encore lu Les Guerriers de l'Hiver, vous pouvez foncer le découvrir. Si vous aimez les romans historiques, vous allez beaucoup aimer. Si vous aimez les romans qui parlent de guerre, vous allez beaucoup aimer. Si vous aimez les romans bien écrits, vous allez beaucoup aimer. Si vous aimez la plume d'Olivier Norek, vous allez beaucoup aimer. Ensuite, je vais encore vous parler d'une autrice que j'adore, dont je loupe aucune sortie également, et il s'agit de Tenir debout de Melissa d'Acosta aux éditions Albin Michel.
il est un peu poussiéreux. Parce que je n'ai toujours pas acheté ma nouvelle bibliothèque et que mes livres s'entassent dans ma chambre d'une manière pas normale. Ici, on est encore sur une histoire d'amour, mais complètement différente de la prochaine fois. Peut-être je vais vous lire ma chronique. Éléonore touche enfin du doigt le bonheur infini qu'il attendait. François, acteur de théâtre ténébreux et talentueux, a quitté sa femme. Ils vont pouvoir vivre leur amour passionnel intensément. C'est un couple qui a une petite différence d'âge. Sauf que François se fait renverser en plein cœur de Paris et le verdict est sans appel, il ne pourra plus se tenir debout. Les premiers mois d'une relation sont souvent les plus intenses, les plus forts. Ici, ça sera le cas, mais pas exactement comme d'habitude. Ce couple va devoir apprendre à s'aimer dans les moments les plus difficiles d'une vie. François est en miettes et Léo ne pourra pas tout recoller. C'est brut, c'est intense, c'est terriblement beau. Mélissa d'Acosta a atteint encore une fois la perfection avec une finesse et une émotion puissante. Elle écrit toujours avec un talent démesuré. J'ai pleuré, j'ai été en colère, j'ai eu très peur. Je suis passée par toutes les émotions avec ce couple qui crève d'amour et de haine. Chacun à leur tour, ils deviendront le soleil de l'autre, s'insufflant une force dont ils n'ont même pas conscience. Ce roman, c'est du sacrifice, beaucoup de colère, mais tellement de lumière. Et bien sûr, le maître mot sera résilience. Il orchestre ses 600 pages de la première au tombé de rideau. C'était intense. Allez rencontrer ce couple, celui qui laissera une trace indélébile dans votre cœur et qui saura vous donner une belle leçon de vie. Voilà, c'est l'histoire d'un couple, d'une jeune fille qui tombe éperdument amoureuse du grand acteur, etc., qui est mariée. Et puis, miracle de la vie, un jour, il va enfin quitter sa femme et venir... et offrir à Éléonore cette merveilleuse histoire d'amour qu'il attendait et quasiment aussitôt il a cet accident. Il va passer des mois à l'hôpital. Voilà, c'est un couple qui va se construire dans la rééducation. C'est un couple qui va se construire dans la souffrance. François, voilà, c'est un acteur, quelqu'un de très charismatique. Et du jour au lendemain, il ne sera plus capable de rien. Et évidemment, cet homme-là va être dans une colère et dans une rage infinie. Et elle nous conte ça merveilleusement bien. Mélissa d'Acosta, vous pouvez foncer sur ce roman absolument merveilleux. Très touchant, très dur par moments, mais vraiment merveilleux. Ensuite, je vais vous parler d'un roman qui est très certainement dans mon top 3. Et il s'agit de Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake aux éditions Hurlevent. J'ai une passion que je ne nourris pas assez d'ailleurs, ça sera une de mes résolutions 2025. J'adore la mythologie grecque, j'adore les romans de la mythologie grecque. Que ce soit les romans fidèles à ce qui se dit déjà ou des réécritures. Ici, on part sur une réécriture absolument formidable du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Je vous lis ma chronique tout de suite. J'avais écrit la 4e pour une fois dans ma chronique. D'habitude, je le fais pas. Eurydice, nymphe des bois, tombe sous le charme d'Orphée, jeune prince aux multiples talents. Leur bonheur est malgré tout de courte durée, brisé par le décès tragique de la jeune mariée au lendemain de leurs noces. Orphée, fou de chagrin, va tout faire pour retrouver la femme qu'il aime jusqu'à se rendre aux enfers et négocier son âme. Jusque-là, on est raccord avec l'histoire. Perséphone y règne aux côtés de son époux le dieu Hadès. Quand Eurydice arrive dans son royaume, elle voit sa destinée prendre un chemin inattendu. Entre l'amour et la haine, la mort et le vivant, redécouvrez le mythe d'Eurydice et Orphée sous la plume envoûtante de Nora Lake, l'autrice des Cendres sur tes mains. Ce roman est un poème. J'ai rarement lu autant de beauté. Nora Lake s'attaque ici à un mythe de la mythologie grecque, Orphée et Eurydice, une réécriture enivrante de la première à la dernière page. Vous ne lirez pas l'histoire telle que vous la connaissez et j'en fus la première ravie. Préparez-vous à sentir la douceur de la sylve, à être émerveillé devant la sensualité de l'univers idyllique des nymphes, mais vous allez aussi sombrer en enfer. Et dans la noirceur va éclore la beauté. Dans le royaume si torturé d'Hadès et de Perséphone, l'indulgence n'a pas sa place. Et pourtant... J'ai croisé des héros, des dieux, des êtres mythiques à qui on a consenti de nouveaux rôles taillés sur mesure. J'ai erré dans cette prairie de l'asphodèle, une prairie de cendres et d'errance qui m'a hypnotisée. J'ai un énorme coup de cœur pour ce roman, pour la plume de l'autrice qui avait un goût de trop peu, d'une douceur exacerbée, d'une voluptuosité grisante. Nora, s'il te plaît, attaque-toi à un autre mythe, j'en veux encore. Si vous aimez la poésie, la mythologie, la littérature avec un grand L, vous pouvez foncer. Je me souviens avoir lu ce roman et me dire mais qu'est-ce que c'est beau, oh qu'est-ce que c'est beau, oh la tournure de phrase est incroyable, oh là là mais comment on peut écrire des choses aussi belles. Ensuite il y a un autre livre dont j'ai envie de vous parler mais je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à ma belle-mère. Il s'agit de À l'ombre de Winnicott, un roman écrit à quatre mains par Ludovic Manchette et Christian Niemiec, un roman
tout à fait différent de ce qu'ils ont proposé précédemment et j'ai adoré, un roman gothique, une ambiance très particulière, des fantômes, etc., etc. Un merveilleux moment. 1984, Sussex. Archibald et Lucille Montgomery embauchent Viviane Lombard afin de parfaire l'éducation de leur jeune garçon George. La perceptrice et l'enfant vont très rapidement nouer une solide relation. Elle ne le traite pas comme un aveugle, il n'a pas honte de son apparence, contrairement à Lucille. La demeure semble trouver un rythme malgré les départs en expédition de monsieur. Enfin, un rythme. Si on oublie les drôles de présences que les habitants châtelains ou domestiques ressentent régulièrement, la bâtisse pourrait-elle être hantée? Et c'est encore un coup de cœur. Pour un roman de ce duo, ils ont vraiment un truc dans la plume que nul autre ne possède. Le style gothique leur va comme un gant, et cette histoire est absolument délicieuse, autant qu'un tea time ou qu'un club de lecture. L'ambiance instaurée dès les premières pages m'a complètement embarquée, j'ai dévoré ce roman. Je me suis attachée à chacun des personnages, aussi loufoques que passionnants. L'esprit malin qui rôde ici est caustique et l'humour merveilleux. J'aime vraiment la façon dont les auteurs choisissent de prendre à partie le lecteur. Ce petit George est sans doute mon personnage préféré. Son handicap est évoqué sans voyeurisme et avec poésie. J'ai adoré parcourir ce manoir. J'avais l'impression d'y être si je fermais les yeux. Du coup, j'ai arrêté de lire sous un lustre. Bref, un sans faute pour ce roman qui saura vous divertir par son originalité et vous émouvoir par sa fin tout en douceur. Un grand bravo. Alors, un séjour à Winnicott Hall de Tente. J'aime beaucoup la plume de ce duo. J'aime beaucoup la façon dont qu'ils ont d'écrire. J'aime beaucoup la façon dont ils impliquent vraiment le lecteur dans l'histoire. Parfois, en fait, d'un coup, les auteurs se mettent à vous parler, à vous, le lecteur. Et c'est très bien fait. C'est très intelligent. L'histoire, elle est très touchante. Enfin bref, un très grand coup de cœur pour ce roman-là que je vous conseille fortement. Et pour terminer, je vais vous parler de mon plus gros coup de cœur de cette année 2024. C'est un roman absolument incroyable, fabuleux. Je le crierai pour toujours sur tous les toits. Lisez La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab aux éditions Lumen. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps sur ma chaîne, donc je vais pas non plus vous en refaire des caisses et des caisses. Lisez ce roman, il est incroyable. Je vous mets dans le petit i le vlog dans lequel je vous en parle. Foncez, foncez, foncez. C'est un roman qui n'attire pas tout le monde puisque c'est un roman qui est dans une catégorie fantasy, fantastique. C'est un roman qui plaira aux amateurs de fantasy fantastique ou non. C'est un roman qui touche, c'est un roman pas universel, je crois pas que c'est le mot que j'ai envie d'utiliser, mais c'est un roman important, c'est un roman qui rappelle plein de choses, c'est un roman qui va vous marquer. Adi Larue, personne ne s'en souvient dans le livre, mais je vous assure que vous, le lecteur, vous vous en souviendrez pour toujours. Je crois que je connais personne encore qui m'a dit Adi Larue, ouais, pauvre. 1714. Adeline ne rêve que d'une chose, de liberté, elle ne veut pas se marier. Alors, dans un dernier geste désespéré, elle conclut un pacte avec le diable. Pourtant, son amie Estelle lui avait dit de ne pas prier les dieux à la nuit tombée. L'ombre lui promet la liberté, mais il ne lui dit pas que plus jamais personne ne se souviendra d'elle, la condamnant à traverser les siècles sans laisser la moindre trace de son passage dans la mémoire des personnes qu'elle rencontre. À peine quitte-t-elle votre champ de vision que c'est comme si vous ne l'aviez jamais rencontrée. Jusqu'au jour où, là ma chronique s'arrête, mais jusqu'au jour où elle va rencontrer un garçon qui lui d'un coup va se souvenir d'elle. Coup de cœur absolu pour Adi Larue. Lisez Adi Larue, que vous aimiez le fantastique ou non. Adi Larue, tout le monde l'oublie dans le roman, dans la vraie vie, elle vous laissera une trace indélébile parce qu'absolument tout est parfait, une maîtrise absolue et complète de l'univers dans lequel V. Schwab l'a fait évoluer. Tout est poésie. Je me suis dit un nombre de fois incalculable, mais que c'est beau, c'est sombre, mais porteur d'un nombre important de messages précieux. Quelle trace laisse-t-on de notre passage sur Terre? Comment utilise-t-on le temps à notre disposition? Il délivre une certaine vérité, ce roman. Cette femme du XVIIIe siècle qui va traverser les siècles et s'émerveiller de tout ce que le monde va lui présenter, ce monde qui est aussi sa prison dorée. Le roman se découpe en 7 parties et absolument tout est pertinent. Peut-être que certains trouveront que parfois ça manque d'action. Pour ma part, ça ne m'a absolument pas gênée. Cette héroïne intelligente a su me captiver par son humanité. Bref, merci pour ce roman incroyable, cette parenthèse artistique, pour cette constellation lumineuse. Voilà, on va traverser les époques avec Adi Larue. On va changer de pays, on va visiter plein d'endroits. Elle est absolument incroyable, cette femme, et je suis sûre et certaine qu'elle marquera tout le monde à
tout jamais. Voilà pour mes lectures préférées de 2024. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, lesquels de ces livres vous avez lus et si vous aussi vous les avez aimés. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quel est votre gros coup de cœur 2024 pour que peut-être je découvre des livres et qu'en 2025, ils deviennent également l'un de mes coups de cœur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends très vite pour un vlog cette fois. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye!